manquerait plus qu'on leur impute la responsabilité du Brexit. Les migrants sont devenus un argument purement rhétorique dans la bouche de nombreux responsables politiques, une valeur quantitative, un repoussoir. Pourtant, dans l'ombre, certains agissent pour aider ces réfugiés, ces demandeurs d'asile venus chercher par exemple en France une vie meilleure, seuls ou en famille. Avec nous pour en parler, deux acteurs justement qui viennent en aide aux réfugiés. Judith Aquien, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de TOT, l'école de français, apprentissage de langue française pour ces migrants. Avec nous également ce soir Olivier Favier, auteur de Chroniques d'exil et d'hospitalité. Bienvenue à vous également. C'est un livre qui paraît aux éditions du Passager clandestin. Judith Aquien, d'où vous est venue au juste l'idée de créer cette école d'apprentissage du français pour les migrants? Alors cette idée nous est venue en fait depuis le terrain où nous agissions en tant que soutien électron libre, ouais. Où en fait on s'est aperçu que déjà il fallait une structure pour des personnes qui avaient perdu toute structure de vie et de journée, où on s'est rendu compte également que déjà tout le monde cherchait à apprendre le français et que en tant que soutien sur le terrain on agissait seulement pour le hic et nunc, le aujourd'hui, ici et maintenant, et absolument pas pour le lendemain. Or, ici et maintenant, ça veut dire avoir un toit, manger, se nourrir. Ouais. Exactement. Or, en fait, c'était plus ou moins le cadet des soucis des personnes qui aspiraient plutôt à un avenir. Et pour se construire un avenir ici en France, encore faut-il déjà apprendre la langue, connaître cette langue. D'ailleurs, c'était le désir le plus profond des personnes auxquelles on s'adressait. Et puis avoir un diplôme, puisqu'on est d'un pays où sans diplôme, on ne peut pas faire grand-chose. Alors justement, c'est une formation diplômante. Comment ça fonctionne? Comment ça marche concrètement? D'ailleurs, votre école a ouvert ses portes le 13 juin, il y a quelques jours, il y a 2 semaines environ. Comment ça marche et comment les migrants qui nous regardent, ou en tout cas qui ont écho de cette initiative, peuvent-ils y entrer? Alors, donc, en effet, on a ouvert les portes le 13 juin pour 40 personnes. La seule condition pour entrer et de ne pas avoir le bac parce que les personnes qui sont parmi les migrants, comme on dit, et qui ont un équivalent au bac peuvent entrer dans des structures universitaires qui s'ouvrent de plus en plus à elles. Et en général, ils manient la langue anglaise, qui peut aussi les aider dans les démarches. Oui ou pas, mais en tout cas, c'est des personnes qui ont appris à apprendre. Nous, on s'adresse à des personnes qui déjà ont moins ce rapport à l'éducation, ce patrimoine, ce rapport à l'éducation, et donc ont 2 fois moins de chances en fait que les autres. Or, c'est des personnes qui ont des savoir-faire et qui ont énormément à apporter ici. Et donc pour s'inscrire, eh bien déjà pour l'instant, donc, la session est en cours. On espère pouvoir ouvrir une nouvelle session dès le mois de novembre, mais pour ça, il nous faudra de l'argent. Eh ben, on va y revenir justement sur les moyens, parce que bien évidemment, il en faut. Olivier Favier, vous avez décidé de consacrer une partie de votre vie depuis plusieurs mois à ces migrants. Au départ, d'ailleurs, il n'était pas question d'un livre. C'est au fil du temps que vous avez vécu aussi des choses très fortes humainement, que vous avez décidé de mettre sur papier. Pourquoi cet engagement ? Il y a plusieurs raisons. La raison de départ, c'est que je suis un petit-fils d'émigré, que mon grand-père était italien, qu'il est venu à l'âge de 16 ans en France, donc ça aurait été ce qu'on appelle aujourd'hui un mineur isolé étranger, et que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et pour moi, c'était un héros quand j'étais gamin, parce que c'était celui qui avait vécu des choses extraordinaires dans la famille, qui racontait pas vraiment, qu'il aurait bien aimé voir couché par écrit, justement, parce qu'il le répétait, et il est mort malheureusement trop tôt pour que je puisse le faire. Donc j'ai essayé de le faire, de rattraper à travers des récits indirects, ceux de ma mère, ceux d'une cousine en Italie. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui d'emblée m'a mis en proximité en fait avec des jeunes dont je me disais finalement voilà c'est les mêmes jeunes que mon grand-père quand il est arrivé. Pour autant, ce livre a pris forme. Quelle en est l'ambition? Est-ce que c'est de redonner un visage, une parole aussi à celles et ceux, hommes, femmes, enfants, qu'on ne voit au fond qu'à travers une image de victime, voire un danger? Bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé. En fait, au départ, effectivement, c'était pas un projet de livre. Il y avait un article que j'avais écrit sur le naufrage d'octobre 2013, qui était un naufrage sur lequel on a dit beaucoup de choses fausses, que c'était le plus important. Il y en avait eu un plus important avant. Ensuite, il y a eu cette histoire des funérailles qui était absolument scandaleuse, puisque on a invité tous les grands représentants politiques italiens, voire internationaux, et que les survivants eux-mêmes n'ont pas été conviés, ont été interdits
interdit d'assister à ces funérailles. Ils sont restés dans les centres de rétention alors qu'il y avait des gens qui avaient perdu des personnes de leur famille. Enfin, on arrivait là à un niveau d'obscénité assez remarquable. Et par la suite, en fait, quand j'ai commencé à écrire ces chroniques, j'ai essayé justement de raconter ce que je voyais pas raconter ailleurs. Et ce que je voyais pas raconter ailleurs, c'était effectivement des destinées individuelles et laisser le temps aux gens de raconter leur histoire quand ils en avaient envie, bien sûr, parce que je vais pas aller à la chasse aux histoires. J'ai forcé personne. C'est des histoires qui sont racontées sans enjeu. Ouais. Ce n'est pas une invitation à la pitié, loin de là. Vous nous faites voyager, Calais, Paris, l'Himalaya également, le Sahara, accroché à un pick-up, la Méditerranée en furie. Vous avez évoqué les naufrages notamment. Judith Aquien, une forme de déshumanisation s'est-elle installée, au fond, dans des pays occidentaux par rapport au sort de ces migrants ? Déjà, le simple fait d'utiliser le mot « les migrants » est une manière de déshumaniser et puis surtout de décorréler chaque itinéraire, chaque histoire géopolitique aussi. Les gens viennent soit de pays attaqués par les talibans, comme l'Afghanistan, soit de pays autoritaires, le Soudan, l'Érythrée. Enfin, c'est déjà pas les mêmes contextes, même si tous ces contextes sont épouvantables. Les 40 élèves, par exemple, viennent de ces régions que vous avez citées. Oui. Est-ce que certains viennent de Syrie ? Alors, de Syrie, un peu moins. On a un élève syrien. Mais sinon, non, c'est plutôt Afghanistan, Tchad, Soudan, qui sont en fait des populations très nombreuses arrivant à Paris et qu'on évoque beaucoup moins. Il y a une sorte d'image d'Épinal tout de même du migrant qui doit être syrien et médecin, là où, en réalité, il y a toutes sortes de pays d'origine qui sont extrêmement touchés aussi par l'autorité, la tyrannie et la guerre. Olivier Favier, on a tendance à voir ces migrants comme une masse. En effet, le simple fait, comme vous le disiez, de parler des migrants, vous parlez de conscience et d'humanité noyée. Oui, c'était le premier article que j'avais écrit sur cette question-là, parce qu'effectivement, il me semblait qu'il y avait véritablement j'ai eu envie d'emblée de renverser les choses, me dire effectivement, c'est pas ces gens qui se noient, c'est notre conscience qui se noie. Ou disons que c'est notre conscience qui se noie à travers ces bateaux qui coulent. Et notre humanité qui se perd. Parce qu'effectivement, la Méditerranée a été un symbole de réunion, a été un symbole de civilisations qui se répondent, qui parfois se sont fait la guerre par le passé, mais qui sont surtout énormément échangés, qui se sont apportés des choses culturellement, scientifiquement. Et aujourd'hui, on a l'impression que la Méditerranée est devenue un cimetière. Et c'est quand même assez effrayant de penser quand même que ce berceau d'au moins 3 civilisations soit devenu un symbole de mort et un symbole de fracture. La France annonce aujourd'hui, il y a quelques minutes, la création de 3000 places supplémentaires pour accueillir des demandeurs d'asile. On a le sentiment qu'il y a parfois un décalage entre les citoyens que vous êtes et les gouvernants. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Il y a une grande solidarité à Calais. Certains d'ailleurs ont eu des déboires avec la justice pour avoir aidé des migrants. Est-ce que vous percevez, comment expliquez-vous ce décalage ? C'est plus qu'un décalage, c'est-à-dire que par moment, il y a non seulement une mauvaise volonté, mais il y a véritablement le désir de la part des autorités d'effrayer les personnes, de les mettre dans un inconfort tel qu'effectivement, ils pensent qu'ils vont éviter un appel d'air, puisque c'est le mot qui revient régulièrement, comme si le fait d'accueillir des gens qui ont traversé plusieurs pays en guerre, qui ont fui la guerre ou la famine ou des conditions de vie de toute façon extrêmement dures, allait Derechef appeler parce que toute leur famille et tout leur pays derrière pour les rejoindre parce qu'ils ont été accueillis à peu près dignement. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Cet appel d'air, il se fait beaucoup plus par l'image que la France, par exemple, se donne d'elle-même à travers la télévision et qui arrive jusqu'à C'est-à-dire quand on voit par exemple un camp à Paris, un camp de fortune Non, quand on voit par exemple, je me souviens d'un jeune qui m'a dit, mais moi, quand on regardait la télévision en Côte d'Ivoire, on voyait toute cette richesse et on n'imaginait pas qu'effectivement, qu'en arrivant, on allait vivre ce qu'on vit là. C'est-à-dire qu'on se disait, c'est un pays où tout va bien. On ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des gens pour qui ça allait pas bien. C'est le contraire, oui. Judith Aquien, vous parliez des moyens tout à l'heure, justement. Comment avez-vous financé cette école et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui concrètement ? Alors, on a financé l'école via un financement participatif sur le site de Ulule. À l'heure actuelle, on a un autre lieu pour récolter des sous, donc, qui est accessible depuis notre site internet ou notre page Facebook. Et
Et en fait, voilà, on a encore besoin d'argent. Financement participatif, parce que les téléspectatrices ou téléspectateurs qui nous regardent en France peuvent vous faire des dons, par exemple, des livres, des fournitures scolaires? Alors, les livres et les fournitures scolaires, pour l'instant, ça va. C'est vraiment l'argent pour pouvoir rémunérer les professeurs, puisque notre argent ne sert qu'à ça. En tout cas, pour l'instant, on espère à un moment donné pouvoir nous aussi nous rémunérer, puisque tout ça est évidemment bénévole de notre côté. Vous avez mais les enseignants sont intégralement payés pour pouvoir assurer leur stabilité. Est-ce que vous avez des aides publiques de collectivités, mairies, départements, régions, voire l'État? Pas encore. Vous les avez sollicitées? Oui. Vous attendez la réponse? On attend. Olivier Favier, la question n'est peut-être pas évidente pour vous, mais si vous deviez nous dire ce soir une des rencontres qui vous a vraiment marqué au cours de toutes ces expériences humaines, quelle serait-elle? Oh, il y en a beaucoup. Je crois que j'ai un attachement particulier aux jeunes que j'ai rencontrés parce qu'ils ont tout un avenir devant eux et qu'ils sont des jeunes assez extraordinaires parce que quand on a 16 ans, 17 ans et que on est dans une situation compliquée, je pense à Mohamed qui est à Paris là en ce moment. Vous racontez notamment le parcours du combattant avec la préfecture par rapport à tout ce qui est administratif. Voilà, et qui est un jeune en fait qui est venu en France parce qu'il voulait continuer à aller à l'école tout simplement et qui a réussi à le faire après moult péripéties, 4000 km de voyage. Je pense à Mamadou, qui est un autre jeune aussi que je continue à suivre, qui lui a quitté une situation, une famille qui s'est détruite. Il est passé d'une situation de jeune qui vivait plutôt bien à une situation dramatique. Il s'est retrouvé orphelin en l'espace d'un an, et orphelin en Guinée, ça voulait dire être dans la rue. Donc voilà, pareil, il a... Question à tous les deux. Comment, selon vous, commençons par vous, Judith Aquin, comment changer le regard? Vous disiez tout à l'heure, les réfugiés syriens, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas tous médecins. Alors il y a des étudiants, des médecins, il y a des enseignantes, il y a des gens qui tout simplement se cherchaient aussi, comme chacun de nous. Comment changer le regard des téléspectatrices, des téléspectateurs qui nous regardent? Que leur dites-vous? Ce que je leur dis, c'est que ce sont des personnes absolument merveilleuses. En tout cas, dans notre école, les gens ont déjà progressé énormément en seulement 2 semaines. Que c'est des personnes désirantes, désireuses de pouvoir s'intégrer ici, de pouvoir se faire une vie ici et de pouvoir apporter aussi ce qu'ils ont à apporter. Parce qu'ils ont des choses à apporter. Ce sont des adultes qui ont construit une vie avant et qui ont déjà des choses, de l'or dans les mains, qui peut très bien s'échanger et se forger dans beaucoup plus de richesses avec l'or qui existe dans les mains des Français. Même question, comment changer le regard? Vous parliez tout à l'heure de l'histoire, du patrimoine méditerranéen. Que faire d'autre, selon vous? Je crois qu'effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Judith. Il me semble qu'effectivement, il y a énormément de courage d'abord à regarder, du courage, de dignité. J'ai parlé tout à l'heure, effectivement, j'ai employé le mot de héros, mais c'est vrai que quand j'ai entendu toutes ces histoires, j'avais l'impression, effectivement, de personnes qui étaient pour moi admirables. C'était effectivement, je me disais, mais comment ils ont fait pour traverser le parcours, pour traverser tout ça, pour avoir cette détermination et arriver. Je me souviens d'un ami, Ismaïl, syrien, que j'ai rencontré à Calais et qui a commencé son récit en me disant, tu te rends compte, je suis arrivé à Calais le 7 janvier, c'était vraiment pas de chance, quoi. Et voilà. Ouais. Donc c'est et c'était quelqu'un qui racontait des attentats, bien entendu, en France, et qui me racontait des trucs terribles et en même temps éclatait de rire toutes les 2 minutes parce que tout était tellement absurde qu'effectivement Et c'était quelqu'un, moi, je suis resté comme ça à l'écouter parce que son histoire était rocambolesque. Elle n'était pas tragique, elle était rocambolesque, mais en me disant mais comment il fait pour avoir encore autant d'énergie. Merci beaucoup. Chronique d'exil et d'hospitalité, vie de migrants ici et ailleurs. Le passage est clandestin. Merci Olivier Favier et merci à vous Judith Aquin, donc présidente de l'école Tot, école qui apprend le français à ces migrants. Merci beaucoup à tous les deux.